les coraux, et petit huilateye, comme à l'accoutumée. Nana yao, Sommes de nouveau de sortir. tarado arur arhei, L'oreille est hardie. Restez hardi, moussaillon, moussaillon, moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission qui met en onde les cultures des Outre-mer. Et c'est un grand monsieur que l'Oreille Hardie vous propose de rencontrer dans cet épisode. Grand par la taille, grand par l'âge et grand par le talent. Si vous vous intéressez à l'art caribéen, vous avez forcément croisé une de ses œuvres, faites pour beaucoup de peinture et d'art céramique. Il fait partie de cette génération qui a posé dans les Antilles françaises et au cœur des années 70 et 80 un regard renouvelé sur les arts plastiques. Une génération qui a inventé de nouvelles formes et les a proposées à nos regards pour en faire pour toujours des classiques. Profondément attaché à ses racines géographiques et sociales, toute son œuvre, dont vous pourrez bientôt voir quelques pièces dans le cadre de l'exposition Paris Noir parmi des dizaines d'autres artistes au mois de mars au Centre Beaubourg à Paris, toute son œuvre donc reflète la volonté de remettre les choses à leur juste place, comme par exemple l'héritage trop souvent oublié des peuples amérindiens dans l'édification de l'humanité. Nous parlerons du travail de cet immense artiste martiniquais, de ses itinéraires, de son île jusqu'au monde, et de ses envies à l'âge de 86 ans. Au creux de notre oreille, cette semaine, Victor Anissé. Victor Anissé, bonjour. Bonjour. Merci de votre invitation chez vous, ici, du côté de Schellcher, en Martinique. Et merci de participer à cette Oreille Hardie. On va parler de vous comme peintre, comme céramiste, comme également martiniquais, comme personne engagée entièrement dans l'art et dans finalement la recherche ou l'exploitation des origines profondes de ce pays martinique et de l'identité même des Martiniquais à travers votre art, à travers votre peinture et à travers vos œuvres céramiques. La tradition de ce podcast, c'est de poser cette question: comment vous présenteriez-vous en quelques mots au monde? Un petit Martiniquais né en 1938 dans une petite commune du nord de la Martinique où il y avait deux horizons, c'est-à-dire le père qui était pêcheur et ma mère qui était agricultrice. Donc ces deux éléments sont là. Seulement, on se rend compte très vite, très jeune, que ce n'est pas suffisant. Ce ne sont pas deux horizons systématiques. Donc il ne nous reste que l'école, l'instruction. Donc il faut bien travailler à l'école et c'est pourquoi la mer restera toujours le lieu de survie. Parce que mon père, c'est la cage, c'est la vie. Et ma mère allait à la campagne chercher les légumes et les fruits, etc. Ce village Marigot, c'était aussi un village amérindien. Alors je me suis raccroché à la vie de ces Amérindiens, du village, de rythme, des rituels, etc. Voilà, parce que votre œuvre est semée de ces petits cailloux, de ces petits indices qui donnent la clé de ce qu'est la Martinique avant même finalement que l'on parle d'esclavage. Parce qu'on l'oublie souvent, on s'arrête souvent à cette histoire de l'esclavage. Mais vous, dans vos œuvres, en voyant celles qui sont autour de nous, celles que l'on a vues récemment à la Fondation Clément, puisque vous y aviez orchestré une rétrospective, on voit à quel point ces origines amérindiennes sont fondamentales pour vous et pour expliquer aussi la nature même de cette relation à la Martinique. Je crois que c'est avec le père Pinchon, qui était un archéologue amateur, que vous avez pris conscience de la force de cet art amérindien, c'est ça? Oui, et c'était très important de s'attarder là-dessus, parce qu'en fait, cette terre, elle ne nous appartient pas. Nous sommes des locataires et nous devons respecter cette terre, parce qu'elle appartient aux Amérindiens. Ils sont arrivés là 2000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ, s'il le faut. On ne connaît pas très bien, mais n'empêche qu'ils étaient là. Ils ont essémé toute la Caraïbe. Et il n'y a pas un endroit dans la Caraïbe où on ne trouve pas les traces laissées par les Amérindiens. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ce sont les seuls à avoir laissé des traces plastiques sur leur poterie, des signes, des couleurs, etc. Il n'y a que l'argile, en fait. Quand on veut connaître l'histoire d'un pays, toute l'histoire de l'art en général, c'est dans les tessons d'argile qu'on retrouve avec le carbone 14. Donc là-dedans, je puise de l'énergie. Le hasard veut qu'à l'âge de 9 ans, je suis orphelin de père et je me retrouve à vivre sur une habitation. C'est l'habitation de Haumont. Et cette habitation, on va arriver un jour, le père Pinchon. Le père Pinchon, c'est un professeur de sciences nat qui est miné au collège de Port-de-France, archéologue amateur.
Et le propriétaire, François Lorenal, me dit, tu devais l'amener dans certains lieux, parce qu'il a besoin d'aller fouiller à l'adoration, à la Marie. Et le soir, on revenait et je le voyais nettoyer. Et puis un jour, je dis, mais père, vous cherchez de l'or? Il m'a dit, non. Je ne cherche pas d'or, mais ce que tu as amené, c'est de l'or rouge. Je n'ai pas compris. Et alors, j'insiste et il me dit, non, avec ça, tu peux devenir riche avec l'argile. Tu deviens potier. Et je pense que là, il a mis ça dans ma tête parce que je n'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment à ce moment-là que vous avez décidé de faire quelque chose autour de ça. Est-ce que vous saviez déjà que vous alliez faire de l'art? Est-ce que vous saviez déjà qu'il y avait l'embryon d'une envie, d'une carrière de céramiste, artiste, peintre? Il faudrait aussi faire parler mes amis. Et ils m'ont dit que tu allais toujours dans la rivière chercher de l'argile. Et je connaissais, je faisais des billes. Parce que je suis né en 1938. Je suis né avant la départementalisation. Je suis né en colonie, sous l'amiral Goubert, sous la période difficile de la Martinique. Et rien n'arrivait dans le Nord. Donc on n'avait rien pour jouer. Donc je faisais des billes, et des camarades qui m'ont dit ça. Des billes avec l'argile, j'envoyais dans le feu, et on les récupérait, on se servait comme billes, en argile. Quand j'étais enfant, il y avait un peintre amateur, Victor Dulcero. C'était lui qui peignait les gommiers, qui mettait les couleurs sur les gommiers. Et il donnait des noms aux gommiers. Et souvent il m'appelait. Et il me disait, il faisait le tour de la lettre, par exemple, il faisait le tour extérieur, le tour intérieur, mais il dit, Victor, tu viens, tu remplis l'intérieur. Il avait vu que j'étais plus ou moins habile. Jusqu'au jour où un instituteur, M. Zérossier, me dit, tu sais, tu dessines tout le temps, tu dessines même sur mes devoirs, là, tu me fatigues. Il y a une école à Fort-de-France qui s'appelle l'École des Arts Appliqués. Tu devais présenter, j'avais 14 ans. Je devais présenter l'entrée à cette école. J'ai réussi. Et je suis entré à l'école des arts appliqués à Port-de-France. Vous avez complété cette formation d'artiste débutant avec une formation de chimiste. Donc ça veut dire que vous vous dirigez déjà aussi vers cet art de la céramique. Vous vous destiniez à ça relativement tôt? Ah oui. C'était, comme on dit en créole, c'était écrit. Parce que quand j'arrive à 14 ans, j'arrive dans une école des arts appliqués, il y a 4 disciplines. Céramique, bijouterie d'art, menuiserie d'art, couture. Et à ce moment-là, je passe dans tous les ateliers et on m'oriente en céramique. On va savoir pourquoi. En tout cas, on m'oriente en céramique. Mais j'ai la chance d'avoir des professeurs extraordinaires, des gens de bonne volonté, dont Madame Batchan, qui est professeure mais chimiste en plus. Et il me dit, la céramique, c'est pas simplement l'argile. Il y a toute la chimie derrière, tous les beautés mystiques, tous les beautés spirituelles autour. Et donc, j'ai passé 4 années, j'ai réussi. Mais il y a une anecdote, c'est que moi, je suis d'une famille très modeste, une famille de 9 enfants. Et on vit dans une maison de 2 pièces. Mon père meurt et ma mère est obligée de nous élever. Donc, je vais à Fort-de-France faire mes études. Le directeur s'arrange pour que je sois interne au lycée Schelcher. C'était tout près, et donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que je réussis. Et le directeur me dit, écoute, Anissé, on a un problème avec toi, c'est que tu n'as pas de famille, tu n'as jamais d'argent, et tu as droit à une bourse pour aller faire des études en France. Moi, j'ai confiance en toi. Malheureusement, je ne peux pas t'envoyer. Je vais prendre ta bourse, je vais donner à quelqu'un d'autre. Et puis, donc, je reste une année avec lui, une année à l'école, et il me prend comme répétiteur, et il m'aide à monter mon trousseau avec les autres professeurs qui m'aidaient bien, et on arrive à faire un trousseau, ce qui fait que je suis parti pour continuer les études à l'école des métiers d'art à Paris, l'actuel musée Picasso. À partir de quel moment vous avez su que vous aviez, comme on dit communément, du talent, quelque chose qui vous poussait vers ça, ok? Mais comment vous saviez que vous pouviez exceller là-dedans, faire travailler les couleurs, les matières? Vous êtes parti vers la céramique et en même temps, vous êtes aussi peintre. Voilà. Alors comment c'est né cette étincelle qui vous a dit c'est ça que je ferai jusqu'au bout, quoi? Oui, mais j'ai eu beaucoup de chance. La chance, c'est d'avoir des profs. À quel moment la gymnastie de l'esprit se met en marche? On ne sait pas. Mais c'est quand vous tombez sur des enseignants qui sont extraordinaires. À l'école de la Martinique, il y avait M. Alexandre Bertrand, c'est un peintre. Il y avait Badjan qui me faisait chimie, etc. Et quand j'arrive en France, je tombe sur encore une équipe de gens extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Le directeur de l'école, Fleury, il voit mon dossier, dit, tu vas rentrer à l'école, tu n'as pas de concours à passer, tu rentres sous dossier parce que ton travail est extraordinaire. Et après, quand j'ai été formé vraiment, après 10 ans passés en France, je suis revenu en Martinique. Avant de revenir en Martinique en 67, vous me disiez que les gens, à cette époque-là, ne pouvaient pas imaginer peut-être qu'un Martiniquais, un homme noir, pouvait s'intéresser à tout ce monde d'artistes-là et à cette culture artistique-là. Et vous me disiez que quand vous rentriez dans une galerie, souvent, en fait, on vous interdisait l'entrée, mais on ne pouvait pas croire que vous étiez intéressé par tout ça. Ah non, mais j'ai vécu ça souvent.
Il y a la rue de Seine, la rue Vieille du Temple. On te regarde une main, tu te dis qu'est-ce que vous venez faire là, quoi. Et en fait, j'avais besoin de ça. Mais je me battais pas avec les gens. Hein. 1967, donc au bout de 10 ans, c'est le retour en Martinique. C'était prémédité ou bien il y a une circonstance qui a amené à ce retour en se disant j'ai besoin de retrouver artistiquement aussi quelque chose qui appartient à la terre de Martinique, puisqu'on parlait de l'argile et de l'enfance jusqu'à la formation. Qu'est-ce qui a prévalu à ce retour? Je m'étais dit, une fois que ma tête sera pleine, je vais laisser une petite case vide pour la Caraïbe. Je connais pas la Caraïbe, je connais pas la Martinique. Donc j'ai fait le maximum en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et voir partout ce qu'on faisait en céramique. Et à l'époque, en Allemagne, c'était extraordinaire. Dans des usines, on travaillait comme des ouvriers pour savoir la série, ce que c'était. Parce que c'est ce qui m'intéressait. Je suis un céramiste. La céramique englobe toute l'industrie de l'argile. Bon, maintenant, je dis que j'ai la tête pleine. Je rentre chez moi parce que les gens qui m'aimaient bien, particulièrement mes anciens professeurs, étaient toujours en contact avec eux. Dès que j'avais une occasion, j'allais les voir. Ils me disaient, tu sais, Anissé, on sentait venir en 68, en 67, on sentait. Ils me disaient, tu sais, ça bouillonne là en ce moment, tu devrais rentrer chez toi. Ils m'ont presque poussé. Parce que vous, c'était pas forcément votre idée de revenir ici d'exploiter tout ce que vous aviez appris toutes ces années de formation. C'était mon idée. Mais il me manquait quelque chose. Mon rêve, c'était d'aller au Japon, voir notre dieu Hamada, Shoji Hamada. C'est le dieu à l'époque. Hein. Notre génération, c'est Bernard Lich en Angleterre et Hamada au Japon, à Kyoto. Hein. C'était mon rêve. Et puis je l'ai loupé. Donc je dis, bon, à ce moment-là, quand Barthélemy m'a dit ça, il m'adorait. Je dis, bon, j'ai fait, en effet, de 68, pète tout de suite. Et à ce moment-là, je dis, bon, je rentre chez moi. Et quand j'arrive ici, je me dis, bon, je suis pas revenu pour être enseignant, je suis venu pour monter une structure de céramique. Et j'avais tout ce qu'il fallait. Et donc, j'ai fait des tentatives. Ça n'a pas marché la première fois. Je savais que l'argile de la Martinique n'était pas bonne. Parce que la Martinique, géologiquement, est trop jeune. C'est une île trop jeune, volcanique trop jeune. Donc, l'argile n'est pas de qualité extraordinaire. Mais je vais travailler, je vais l'améliorer. Et puis, petit à petit, on est arrivé à mettre, avec le groupe chimiste, on est arrivé à mettre au point. Et à ce moment-là, j'ai commencé par enseigner, et quand j'ai eu suffisamment d'argent, on a acheté un terrain à deux, on avait 3000 mètres au sol, et 100 mètres carrés de construit, avec tout ce qu'il fallait. On a formé 5 jeunes. Il n'y a pas d'école de céramique ici, mais pendant un an, on n'a rien gagné, quoi. Ça ressemble à quoi le tissu artistique de la Martinique? D'abord, est-ce que vous êtes positionné en tant qu'artiste dans votre tête à ce moment-là? Est-ce que vous étiez plus dans votre tête une forme finalement d'artisan, par exemple? Non, je suis un artisan. Je suis Aujourd'hui encore, vous dites ça? Oui, je suis un artisan. Il ne faut pas oublier que artisan, ça commence par art. Donc, je suis un artisan. Seulement, M. Gutmann, un Alsacien, directeur de l'école des arts appliqués à Martinique, a toujours dit, tu vas à l'excellence, Anissé. Tu m'entends? Tu vas à l'excellence. Tu étudies. Quand tu as étudié, tu as suffisamment, tu reviens et tu transmets. Il n'y a rien à ajouter après. Tu transmets. Ne viens pas jouer à l'artiste. Toi, tu transmets. Parce que c'est une génération, on est au début de quelque chose. C'est après la guerre que l'art a commencé aux Antilles. Ce sont les artistes qui ont fui le jazzisme à l'époque. Et la seule île qui était encore française, c'était à Martinique. Ils pensaient se poser là et profiter pour aller à Sainte-Lucie ou bien à la Dominique, dans le Nord, pour pouvoir entrer aux États-Unis. Malheureusement, c'était sur le vichisme et les Allemands bloquaient la Martinique. Donc, ils sont restés. Il faut être conscient de ça. On peut dire quand même qu'il y a eu l'apparition autour de Césaire en littérature, qui lui-même a fait venir une partie des surréalistes, Victor Lame. Enfin, il y a beaucoup d'influences et de la région et en provenance d'Europe. Et on peut dire quand même qu'il y a un vrai, le théâtre aussi, qui a commencé aussi un véritable. Et là, votre travail, on voit bien que ça s'inscrit aussi dans un mouvement. Comme ça, mais il y a aussi toute la musique. Dans la musique, il y a un mouvement extraordinaire. C'est vrai que dans les années 80, avec l'ouverture du CERMAC avec Césaire, mais il y a aussi l'ouverture de l'Institut martiniquais avec Édouard Glissant. Glissant qui, en 68, 69, fait un petit colloque et fait venir Petlin, qui est un peintre américain, Cardenas, qui est un Cubain, un sculpteur cubain, renommé à l'époque, et Segui. Ils viennent, et ces gens-là, je travaille avec eux. C'est à ce moment-là que Glissant crée la revue Akoma. Et dans Akoma, il y a d'ailleurs, dans le numéro 1, il y a un dessin à moi, à côté de Petlin, Segui, etc. Donc je travaillais. Mais je travaillais, pas clandestinement, mais quand je suis revenu en Martinique, je me suis isolé dans la campagne, pendant plus de 8 ans. Parce que je me suis dit que je ne connais pas. Donc, il faut retourner chez les paysans. Et là, je me suis isolé au Goumont. Et là, les seules personnes qui me voyaient travailler, c'est les cultivateurs, les paysans.
Quand vous vous êtes retiré, vous étiez l'idée c'était uniquement de reprendre le contact avec la Martinique. Non, c'est pas ça. Je suis né dans un village amérindien. Je suis né au Marago, c'est un village amérindien. Quand tu grattes la terre, quand tu se mets à tu vas venir dans les trous, tu vas arriver. Tu peux récupérer des trucs. J'en ai à l'atelier. J'ai toujours besoin de les toucher, de rester avec moi. Donc votre travail, même pendant ce temps-là où vous n'avez pas, vous êtes retiré un peu, l'idée c'était aussi de cette fois-ci plus matériellement, de récupérer cet héritage amérindien. Les étudiants que j'avais au lycée Schellcher, je me suis rendu compte qu'ils étaient plus ignorants que moi quand j'avais l'orage. Quand je leur parle de la Martinique, quand je leur parle des Amérindiens, je leur parle de l'art africain, ils ne comprenaient pas. Ils disaient les Amérindiens, mais c'est des cannibales, ils mangent les gens, tout ça. Donc c'était terrible. Alors je me suis dit non, il faut faire quelque chose. C'est à ce moment-là j'ai décidé de faire l'exposition noir et blanc, qui est sponsorisée par Edouard. Ça c'est cette période-là. Je dis bon, je vais travailler sur l'Afrique, l'histoire de la Martinique, des Kalinago à nos jours. C'est des Kalinago en 1970. Donc j'avais créé ces signes-là. Mais parallèlement à ça, je me suis dit, dès que j'aurai de l'argent, je vais monter mon atelier. Quand j'ai monté l'atelier céramique, c'était pour s'arranger pour que les signes, les objets amérindiens rentrent dans toutes les familles. Dans toutes les familles martiniquaises. Alors je me suis dit, je ne vais pas faire des choses très chères, je vais faire des petits adornos, des petites pièces à 2 francs à l'époque. Et quand les élèves venaient visiter l'atelier, ils repartaient tous avec un petit adorno. Je leur disais, vous partez avec, c'est cuit, mais vous pouvez peindre, vous pouvez dessiner, vous pouvez encaustica, et ça. Et je savais que les parents allaient poser des questions, c'est quoi? C'est comme ça, j'ai fait tout mon boulot pendant 8 ans. C'est ça qui m'intéressait. Pourquoi c'est si important pour vous que les gens aient en leur possession et s'approprient cette culture amérindienne? C'est une histoire de mémoire, tout comme d'autres disent qu'il faut qu'on connaisse parfaitement l'histoire de l'esclavage pour savoir qui on est. Est-ce que ça participe de la même démarche pour vous? Moi, je vais être un peu dur, mais on nous a mis dans la tête toute la partie la plus avilissante de notre histoire. Et donc ça bloque. Ça bloque. Les gens n'aiment pas que je dise ça, mais ça bloque, ça a bloqué. Parce que quand quelqu'un propose quelque chose, il fait quelque chose et qu'il échoue, il dit, c'est pas ça, pas moi, t'es qu'à couper, parce que moi, t'es lessive, moi, t'es bonne, qu'à y bêcher, ben, toi, c'est ça bloque. Et je leur dis, si on nous avait, parce que nulle part, dans aucun livre, on parle des Amérindiens. Si on avait mis toute la philosophie du chaman amérindien, ne regarde pas derrière toi avec colère, ni devant avec peur, mais autour de toi avec conscience. C'est le chaman qui parle. Donc, si on nous avait mis ça, nous, peut-être on ne pas casser comme ça. Et les langues amérindiennes, c'est-à-dire la culture amérindienne. Parce que nous leur devons tout, il ne faut pas oublier. Tout le monde doit aux Amérindiens. Nous parlons amérindien tous les jours. Nous mangeons amérindien tous les jours. L'ananas, la pomme de terre, le maïs, c'est eux. Le manioc, c'est eux. L'haricot, c'est eux. Tous des trucs, c'est eux. On va faire une pause musicale, juste pour que vous nous disiez ce qui vous plaît. Et c'est une tradition aussi dans l'Oreille Hardie, c'est chaque invité choisit 2 morceaux de musique à partager comme ça avec les auditeurs. Vous avez choisi pour un premier titre très évocateur, Mourir pour des idées de Georges Brassens. Pourquoi ce choix? Quand j'allais en stage chez M. Mouilly, qui écoutait que de la musique classique et de la belle musique, pendant tout le temps que je travaillais, c'est comme ça que j'ai découvert. Et Brassens, il m'a expliqué Mologi, toute la bande, tous ces gars de cette série-là, Michel Arnaud et compagnie. Et ce morceau-là m'avait terriblement plu, parce que je me suis retrouvé, après mes diplômes, à faire 2 ans rigueur d'Algérie. Vous comprenez? Vous partez d'une famille très modeste, tu arrives à diplômer, et puis quand on te dit vous êtes affecté au Europa FM, et on t'envoie de l'autre côté, te battre. Et ça, j'ai écouté ça des fois et des fois. Et je m'en suis sorti, je suis encore là, mais vivant avec vous, mais c'est ce morceau-là que j'ai passé mon temps à écouter. Mourir pour des idées. Georges Brassens. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. De retour auprès de notre invité Victor Anisset, on va parler de ce groupe fromager créé en 1984. Vous avez évolué, vous avez travaillé, vous avez commencé à vous faire remarquer vraiment en Martinique, des réalisations un peu partout dans différents lieux de l'île Martinique, des expositions aussi qui ont commencé à poindre un peu partout, j'allais presque dire dans le monde, des États-Unis, retour en Europe, etc., etc. Bref, vous devenez un peintre et un céramiste sur qui on peut compter. En 1984, donc pourquoi créer ce groupe à la fois artiste, à la fois philosophique? Expliquez-nous pourquoi fromager et pourquoi cette initiative. Quand je suis revenu en 67, je me suis retrouvé seul dans mon coin, dans la campagne. Je tenais à m'isoler. Et je fais l'exposition 70 avec l'aide de l'Institut martiniquais d'études des droits glissants. Et le hasard veut qu'en 70, je rentre me marier en France. En me mariant à Ville d'Avray, 2-3 jours après, je décide de convoquer les étudiants en art plastique à Paris. Et quelques-uns viennent, dont Bertin Niveau, il y avait Pamphile, Raymond Signamal à l'époque. Et donc ils sont venus. Et je leur dis voilà, j'avais des photos de mon expo, je dis voilà ce que je fais. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors ils ont critiqué, ils m'ont dit comme ça. Alors je dis voilà, maintenant le problème c'est que je suis seul et je vais rentrer en Martinique et je vous attends. Et quand ils sont revenus, ils ont commencé à revenir dans les années 75, 80, 82, etc. Quand il y a eu suffisamment, on a commencé à faire. Mais moi ce que j'ignorais, c'est que ces jeunes-là se réunissaient déjà à l'université. Et quand ils sont revenus, on s'est réunis. Et puis des fois c'était chez moi. On se réunissait petit à petit. Et puis un jour, à force de décantation, on s'est retrouvés 5, dont Ernest Boller, René Louise, Charles Don, Bertin Niveau et moi-même. On était 5. On a commencé comme ça. Et on s'est réparti le job. C'est-à-dire qu'on m'a dit, comme tu travailles sur les Amérindiens et tu cherches des formes qui rappellent les Amérindiens, tu continues à travailler dessus, sur les formes. Mais il y a une tempête de peindre aussi. Et puis, Bertin Niveau a dit, bon, je travaille sur la parole créole, rendre plastique la parole créole, c'est pas évident. Il a travaillé, il a fait des choses extraordinaires là-dessus. René, lui, travaillait sur les réminiscences du vaudou en Martinique, c'est-à-dire le quimbon en Martinique, les quatre croisés, tous les trucs qu'on trouvait. Et puis Charles Edouard, comme c'est sculpteur. Donc on a dit, tu travailles sur l'homme debout Martinique. Et puis Ernest Boller travaillait sur tout ce qui restait d'Afrique chez nous. Donc on a travaillé, on se rencontrait et on critiquait et on préparait des expos. Et ça a duré au moins 5 ou 6 ans avant que Boller se détache du groupe. Mais entre-temps, on a eu le temps d'aller à Washington, faire une exposition avec le groupe Africobois, les peintres nord-américains, d'aller à Cincinnati, aller à Paris exposer. Et moi, personnellement, j'exposais dans la nature. J'exposais au Gomron le dimanche pour les gens qui revenaient de la messe, par exemple. Je faisais des choses comme ça. Je faisais beaucoup de développement social de quartier. Dans des quartiers où les gens ne voyaient jamais de tableau, ne voyaient jamais d'expo. Et donc, je faisais ça. Et même quand je pouvais mettre mon tour de potier derrière ma quatrième, je mettais mon tour, et quand j'arrivais, je faisais des démonstrations, puis je leur demandais de monter sur le tour. Et donc, c'était un travail, parce que moi, je vivais dans une maison de 2 pièces. Il n'y avait pas de tableau, il n'y avait pas de meubles. Il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de chaise. Donc, je dis, bon, et moi, j'ai mis dans ma petite tête, je n'ai pas dit ça au groupe Hommage au début, mais ma petite tête, que si je dois créer, il faut que ce soit à l'extérieur. Il faut que tout le monde voie. Même s'ils ne comprennent pas, mais qu'ils voient. Vous êtes finalement une sorte d'artiste social. Oui. Ou artiste de société, bien intégré dans sa société. Oui, c'est très, très important. Parce que je ne peux pas t'imaginer comment je m'enrichis. J'avais fait une fresque là, contre le Bimilo. Elle est 6 panneaux de 2,44 m. Je me suis sur ma quatrième, je partais avec le dimanche, et j'allais à la sortie de la messe du dimanche, à 11h. Et je posais mon truc par terre. Les gens sortaient de la messe, ils disaient, c'est quoi ça, poser des questions. Et à ce moment-là, tu échanges avec eux. Victor Anisset, et on va faire cette deuxième pause. Vous avez choisi un deuxième morceau de Malavoie. La philo de l'orchestre Malavoie. Parce que j'ai des anciens élèves dans cet orchestre. Alors on va écouter les violons, les voix, les grands airs, les compositions de Polo Rosine dans ce titre. Polo. Ah ouais, extraordinaire, Polo. Écrivez-moi, papier à lettre, moi la réponse. C'est pas une chica
cacher l'amitié, voilà bouton de rose qui a dit 2 mots d'amour. La philo, oh philo. L'oreille a du goût. L'oreille a du goût, mais c'est plutôt un son presque de la musique qu'Anne Bonneau nous donne à entendre cette semaine dans L'Oreille Hardy. Le bruit de la cascade qui coule comme des notes de musique. Donc écoutez cette évocation de l'un des beaux souvenirs qui ont jalonné l'enfance de Raymond Lucas, heureux homme proche de la nature foisonnante qu'offre la Réunion. C'est le bruit de l'eau, le bruit des cascades. Le bruit de l'eau de la ravine. Des sources d'eau fraîche pour les amoureux. Parce que moi, j'étais marmaille, la famille était nombreuse. Gagne pas à prendre leçon à la case. Moi, j'étais prends mon livre, moi, j'étais assise dans la ravine, côté de la cascade, et moi, j'étais à prendre mon leçon. Ah, nous, là, il y a pas mal de cascades. Nous, la cascade de bassin Castor, bassin bleu. Nous, on a plusieurs bassins de notre ravine. Et là, on a des cascades. Le bruit, le son qui me plaît, c'est le bruit de l'eau qui tombe. Et les gouttes d'eau qui tombent sur le bassin qui est au-dessous, chaque goutte donne un son différent. C'est ma musique classique. C'est la musique qui m'aide à me reposer, qui m'aide à rentrer en moi. Ah là, c'est là où la pose-moi cette question, là où la touche la clé la plus sensible chez moi. L'eau, les cascades, le bruit de l'eau, les gouttes d'eau qui tombent. Chacun a une note différente. Moi, elle est très, très, très sensible à ça. C'est là qu'il y a les cachettes. Et même adulte, cette fois, on est obligé de monter plus haut, mais il monte dans la forêt du Tevlav, du côté de Bradjan, là où on a encore une de cascades. C'est le bruit des cascades qui me plaît le plus. L'oreiller hardy, Patrice et Lydie Kozak. Voilà, Victor Anissé, allez, on va essayer de conclure en 2 mots. Partons de rappeler votre âge, mais vous avez aujourd'hui, si j'ai bien compté, 86 ans. 86. On sort d'une rétrospective qui a eu lieu à la Fondation Clément, là, pendant quelques mois, entre août et novembre. Il y a une exposition qui parle de ce groupe fromager dont on a parlé ensemble avec les travaux des différents membres qui composaient ce groupe. Aujourd'hui, à 86 ans, qu'est-ce qui vous fait aller de l'avant? Qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie de montrer, de produire, de restaurer, de transmettre, de donner, de vendre? Enfin, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Je me répète, on est au début de quelque chose. Il faut avoir envie, mais faut pas être prétentieux. C'est-à-dire que c'est peut-être nos petits-enfants qui sont des artistes de Martinique. Mais nous, on est là pour transmettre, voilà. J'ai quand même une toute dernière question avant de nous quitter. Est-ce que le Victor Anissé d'aujourd'hui, finalement, c'est pas aussi une manière de faire plaisir et de contenter l'enfant qui n'avait rien au début? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de, vous vendez à des galeries qui sont installées en Europe, vous vendez des toiles, des objets ici pour décorer, vous êtes encore dans la transmission. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de je continuerai jusqu'au bout pour aussi contenter l'enfant qui vraiment n'avait rien et qui était dans son 2 pièces avec des murs nus? Oui, mais aussi dire aux jeunes, une fois qu'il y a un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Il faut se donner les moyens. Il ne faut pas passer son temps à pleurnicher. Il faut aller jusqu'au bout du rêve. Merci beaucoup Victor Anissé de nous avoir reçus ici dans votre atelier en Martinique. Merci pour j'allais dire l'ensemble de votre œuvre que vous n'arrêterez pas. Donc on aura encore l'occasion de voir plusieurs expositions, peut-être d'autres rétrospectives. On gardera l'œil ouvert encore sur votre production intense. Il y a 4 caravelles qui ont été sélectionnées pour Pompidou à Paris. Donc rendez-vous au centre Pompidou pour au moins dans l'Hexagone voir. Voilà. Et puis vous avez un site qui s'appelle l'Adoration aussi, l'adoration.fr, où on peut aussi, en un seul mot, où on peut aussi avoir une idée de tout votre travail depuis toutes ces années. Merci encore de nous avoir reçus.
Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je leur signale qu'ils peuvent, comme à l'accoutumée, retrouver l'oreille hardie en replay, comme on dit, en réécoute sur le site de lapremière.fr ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Les temps sont difficiles à certains moments. Mettez un peu de culture dans vos vies pour pouvoir trouver un peu d'apaisement. Vous verrez, c'est pas si mal que ça. Restez hardis, moussaillons, et rendez-vous pour une nouvelle rencontre la semaine prochaine.